Votre voiture a disparu. Je m'appelle Laurent. J'ai 41 ans. Je travaille sur des plateformes pétrolières en mer du Nord. 2 semaines en mer, 2 semaines à la maison. Je fais ça depuis 12 ans. L'argent est bon. La distance est difficile. Ma femme, Béatrice, le savait quand nous nous sommes mariés. J'étais planté dans l'allée, à regarder l'espace vide où mon SUV avait l'habitude d'être. Un Peugeot 5008 de 2019. Il n'était pas neuf, mais il était payé. Carte grise à mon nom. Je le conduisais depuis le jour où je l'avais acheté cash, après mon premier gros contrat. Ce métal gris anthracite était la seule chose que je sentais vraiment m'appartenir. La chaleur de l'asphalte de Marseille montait à travers mes chaussures. Je venais d'arriver de l'aéroport, l'odeur de kérosène encore faible sur mes vêtements. J'attendais ce moment avec impatience. La porte de l'aéroport qui s'ouvre, l'odeur d'air sec et de poussière, puis la sensation solide du volant de mon 5008 sous mes mains. C'était le rituel qui me ramenait sur la terre ferme. Mais il n'y avait rien, juste une tache d'huile sombre, là où le moteur reposait d'habitude. Béatrice m'avait envoyé un message alors que j'étais encore en mer. Elle disait qu'elle l'avait vendu, qu'on avait besoin d'argent. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas attendu. Je l'ai appelée, directement sur sa messagerie. Le son de sa voix enregistrée, joyeuse et insouciante, m'a retourné l'estomac. J'ai rappelé. Pareil, j'ai ouvert mon application bancaire. Le compte joint semblait normal. Nos économies semblaient normales. J'ai vérifié l'application de cession de véhicules. Vendue pour 20 000 €. Pas un concessionnaire, à un acheteur particulier à Aix-en-Provence. Nous habitons à Marseille. Elle a conduit 1 heure pour le vendre. J'ai essayé son numéro une fois de plus. Bloqué. Le mot bloqué clignotait sur l'écran. Ce n'était pas de réseau, ce n'était pas éteint. C'était une action délibérée. Je me suis assis sur les marches devant notre maison et j'ai respiré. L'air était lourd de la chaleur de 4 heures de l'après-midi. Mon voisin François est passé avec son chien, un vieil épagneul breton qui s'arrêtait toujours pour me renifler. Pas cette fois. François ne m'a pas regardé. Il a tiré sèchement sur la laisse quand l'animal a essayé de se tourner vers moi. Je lui ai demandé s'il avait vu quelque chose. Il a secoué la tête et a continué son chemin. Trop vite. Ses épaules étaient tendues. Il avait vu quelque chose. Il savait. Je suis rentré. La maison semblait bizarre. Pas en désordre, juste bizarre. Le silence était pesant. D'habitude, à cette heure-ci, la télé serait allumée sur une émission de télé-réalité. Aujourd'hui, le seul son était le bourdonnement de la climatisation. Il y avait une odeur étrange dans l'air. Pas une odeur de cuisine, ni de produits de nettoyage. C'était l'odeur du rien, de l'absence. J'ai vérifié la chambre. Son placard était à moitié vide. Les belles choses avaient disparu. Les robes chères que je lui avais achetées. Les chaussures de marque. Les vieux vêtements. Les t-shirts de pyjama, ça, elle l'avait laissé. J'ai vérifié la salle de bain. Son maquillage avait disparu. Pas seulement le nécessaire, mais toute la collection. Les flacons chers, les crèmes importées. L'armoire à pharmacie était vide de son côté. J'ai vérifié la cuisine. La machine à café que je lui avais achetée pour Noël dernier manquait. Cette machine à expresso chère qu'elle m'avait réclamée pendant des mois. J'ai ouvert le garde-manger. Elle avait pris les bonnes choses à grignoter. Les barres de chocolat importées, les noix, le café gourmet. Elle avait laissé les flocons d'avoine et les boîtes de conserve de haricots. J'ai appelé ma banque. J'ai demandé s'il y avait eu une activité inhabituelle. Ils m'ont dit que quelqu'un avait retiré 4 500 € de notre compte joint il y a 3 jours. Retrait au distributeur. J'étais en mer. Ça ne pouvait pas être moi. J'ai demandé où. Ils ont dit un distributeur à Avignon. C'est à 1 heure au nord. Je me suis assis à la table de la cuisine. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis juste resté là. Le soleil filtrait par la fenêtre, créant un carré de lumière sur le lino. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il disait « Elle prépare ça depuis un moment ». J'ai fixé le message. Les lettres semblèrent flotter. Qui était-ce? Un de ses amis pris de remords. Un étranger? Je n'ai pas répondu. Je me suis levé. Je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert le classeur. J'ai sorti nos papiers d'assurance, les documents de l'hypothèque, l'historique de la carte grise. J'ai commencé à lire, lentement, attentivement. J'avais 2 semaines de congé. J'avais le temps. Quelque chose dans ma poitrine est devenu froid et y est resté. Béatrice et moi nous étions rencontrés il y a 9 ans dans un bar sur le Vieux-Port. Elle était barmaid. Je venais de finir ma première mission sur la plateforme. De l'argent en poche, cherchant à oublier le sel et le diesel.
Le bar sentait la bière renversée et le citron. Elle a ri de mes blagues. Elle ne s'est pas souciée de la graisse encore sous mes ongles. Elle m'a dit que j'avais des yeux doux. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Petite cérémonie, ses parents, mon frère. C'est tout. Je travaillais. Elle restait à la maison. C'était l'accord. Je payais tout. Elle gérait la maison, les factures, les courses. Je lui faisais confiance. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. J'étais absent la moitié du mois. Elle avait sa liberté. Je trouvais ça juste. Nous n'avions pas d'enfants. Elle disait qu'elle n'était pas prête. J'ai dit que j'attendrais. Les années ont passé. Elle a arrêté d'en parler. J'ai arrêté de demander. Je pensais que certaines personnes n'étaient tout simplement pas faites pour être parents. Ça m'allait. Je l'aimais quand même. Mais les choses ont changé. Des petites choses. Elle a arrêté de m'envoyer des messages quand j'étais en mer. Avant, elle envoyait des photos de sa journée. Le chien, son café, un truc drôle qu'elle avait vu. Ça s'est arrêté il y a environ 6 mois. Je lui en ai parlé une fois. Elle a dit qu'elle était occupée. J'ai laissé tomber. Elle a commencé à sortir plus. Soirées entre filles. Son amie, Valérie. Je n'ai jamais rencontré Valérie. Béatrice disait qu'elle était du travail. Béatrice ne travaillait pas. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle est devenue défensive. Elle a dit que je ne lui faisais pas confiance. Tu me questionnes à chaque fois que je respire, Laurent. J'ai besoin d'espace. J'ai reculé. Je ne voulais pas me disputer. Le bruit de la plateforme était encore dans mes oreilles. Je voulais juste la paix à la maison. L'argent a commencé à se faire rare. On gagnait bien. Je ramenais 65 000 € par an après impôt. Nous n'avions pas de dette, à part le prêt immobilier, mais elle n'arrêtait pas de dire qu'il nous en fallait plus. J'ai demandé pourquoi faire. Elle a dit « La vie est chère ». J'ai vérifié les relevés, des restaurants, des boutiques de vêtements, des hôtels. Je l'ai interrogée sur les hôtels. Elle a dit que c'était l'enterrement de vie de jeune fille de Valérie, puis le mariage de sa cousine à Nice, puis un week-end au spa. Je l'ai cru. Je voulais la croire. Il y a 2 mois, elle m'a demandé d'ajouter son nom sur la carte grise du SUV. Elle a dit que ça faciliterait les choses pour l'assurance s'il m'arrivait quelque chose. J'ai trouvé ça logique. J'ai signé les papiers sur la table de la cuisine. Elle souriait. Elle m'a passé la main sur l'épaule. C'est juste de la paperasse, mon amour. Elle s'est occupée du reste. J'ai été un idiot. J'ai appelé mon frère Didier. Il vit à Lyon. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux, un silence long et lourd. Puis il a dit « Mec, je l'ai vue dans un restaurant à Avignon le mois dernier. Elle était avec un gars. J'ai pensé que c'était peut-être un collègue ou quelque chose comme ça. Je ne voulais rien dire. Je ne voulais pas me tromper. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans le silence. Je savais ce que je devais faire. J'ai rouvert les détails de la cession du véhicule. Le nom de l'acheteur était indiqué. Un type nommé Olivier. Je l'ai cherché en ligne. J'ai trouvé ses réseaux sociaux en moins de 10 minutes. Profil public. Des photos de lui posant devant mon SUV. Mon SUV. Il avait posté le jour même où Béatrice l'avait vendu. Légende. Un grand merci à une amie pour le coup de main. Une amie. J'ai regardé ses publications plus anciennes. Des photos de lui et Béatrice paressantes, datant de 3 mois, dans un bar au bord d'un lac, à un point de vue dans les Calanques. Un point de vue où je l'avais emmené pour notre premier anniversaire. Il avait son bras autour d'elle sur l'une d'elles. Elle portait un bikini que je n'avais jamais vu. J'ai fait défiler. Plus de photos. Différentes dates. Ça durait depuis un moment. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas crié. Je suis resté assis là à regarder mon téléphone. Mes mains étaient stables. Mon esprit était clair. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque photo, chaque publication, chaque commentaire qu'elle avait laissé sur sa page. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sur le cloud. Je l'ai intitulé « Preuve ». J'ai appelé notre compagnie d'assurance. J'ai posé des questions sur notre police d'assurance auto. Ils ont dit que Béatrice avait appelé il y a 2 semaines et m'avait retiré en tant que conducteur principal du SUV. Ils ont dit qu'elle leur avait dit que je l'avais vendu. J'ai demandé pourquoi ils n'avaient pas vérifié avec moi. Ils ont dit qu'elle avait tous les papiers, que ma signature était sur le formulaire de cession. Ce formulaire que j'avais signé dans la cuisine. Je les ai remerciés. J'ai raccroché. Je suis allé dans notre chambre. J'ai ouvert le tiroir de sa table de chevet. Au fond, sous un tas de vieux papiers et de reçus, j'ai trouvé un téléphone prépayé. Il n'était pas verrouillé. J'ai parcouru les messages. Béatrice et Olivier. Des centaines de SMS.
parlant de vendre le SUV, parlant de moi, m'appelant le distributeur, m'appelant le pigeon de la plateforme. Elle lui a dit, il ne découvrira jamais rien. Il est toujours sur ce stupide bateau. Elle lui a dit qu'il serait sur la Côte d'Azur d'ici la fin du mois. Elle lui a dit qu'elle avait déjà transféré l'argent. Le SUV, c'est la dernière étape, mon amour. Dès que l'argent arrive, je suis libre. J'ai lu des messages où il se moquait de moi, se moquait de mon travail, se moquait des photos que j'envoyais de la plateforme. Il se prend pour un héros, a-t-elle écrit. C'est juste un mécano. J'ai reposé le téléphone. Le plastique bon marché semblait sale dans ma main. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas explosé. Je suis juste sorti de la maison. Je suis monté dans la voiture de mon frère que j'avais empruntée et j'ai conduit jusqu'à un cabinet d'avocats. Elle s'appelait Jocelyne. Elle était spécialisée en droit de la famille. Son bureau était propre, organisé, sans fioritures. Je me suis assis en face d'elle et j'ai tout déballé. Le SUV, le numéro bloqué, le téléphone prépayé, les photos, l'argent. Elle a écouté. Elle a pris des notes. Elle n'a pas dit « je suis désolée ». Elle n'a pas offert de mouchoir. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à son fauteuil. « Vous avez tout ce qu'il faut », a-t-elle dit. « Nous allons demander le divorce. Demander le remboursement intégral des biens matrimoniaux. Fraude, détournement. On peut lui rendre la vie très moche. » J'ai hoché la tête. J'ai signé le contrat. J'ai quitté ce bureau et je suis retourné à la voiture. Je suis resté assis là un long moment. Je n'étais plus en colère. J'étais juste las. J'ai envoyé un message à Béatrice depuis une application de messagerie en ligne. D'accord. Puis, je me suis mis au travail. Jocelyne a agi rapidement. En 3 jours, Béatrice a reçu les papiers du divorce. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. J'étais de retour en mer à des centaines de kilomètres, entouré par le bleu infini de l'océan et le bourdonnement constant des machines. L'odeur de diesel et de sel était presque réconfortante. C'était réel. C'était un travail à faire. Jocelyne m'a envoyé un message. Elle a appelé mon bureau 6 fois aujourd'hui. En colère, paniquée. Elle veut vous parler. Je n'ai pas répondu. J'étais sur un quart de 12 heures, les mains couvertes de graisse, le bruit de l'équipement si fort que j'entendais à peine mes propres pensées. Mais je savais que Béatrice essaierait de me joindre. Elle utiliserait un numéro différent. Elle enverrait un email. Elle se pointerait chez mon frère. J'ai prévenu Didier à l'avance. Il n'a pas répondu à ses appels non plus. Elle a tout essayé. Nouveau numéro de téléphone, fausses adresses email. Elle m'a même envoyé un message sur un ancien compte de jeu que je n'utilisais plus depuis 5 ans. Chaque message était le même. Il faut qu'on parle. C'est une erreur. Tu réagis de manière excessive. J'ai tout ignoré. J'ai tout canalisé dans le travail. Je tirais des chaînes, vérifiais des manomètres, serrais des vannes. Le travail était physique, épuisant et honnête. Je mangeais au réfectoire, écoutant les autres gars parler de leur famille, de leurs bateaux, de leurs projets. Je ne faisais qu'écouter. Pendant ce temps, Jocelyne a déposé une requête pour geler nos comptes joints. Elle a présenté les captures d'écran des publications d'Olivier. Elle a présenté les SMS du téléphone prépayé. Elle a présenté les retraits au distributeur et les documents d'assurance falsifiés. Le juge a accordé un gel temporaire en 48 heures. Béatrice ne pouvait plus toucher un centime. Elle a paniqué. Je savais qu'elle le ferait. Elle a appelé le bureau de Jocelyne en hurlant. Elle a dit que je ruinais sa vie. Elle a dit que j'étais vindicatif. Jocelyne lui a dit de se trouver son propre avocat. Elle l'a fait. Un type nommé Thierry, qui travaillait dans un centre commercial. Il était bon marché. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'argent qu'il lui restait. J'ai creusé plus profond. J'ai sorti nos relevés de carte de crédit de l'année écoulée. Hôtel à Avignon, restaurant à Toulon. Voyage à Monaco, tout payé avec notre carte commune. Tout ça pendant que j'étais en mer. J'ai tout envoyé à Jocelyne. Elle l'a ajouté au dossier. J'ai aussi engagé un détective privé. Il s'appelait Sylvain. Il était cher, mais il était bon. Je lui ai donné les informations d'Olivier. Je lui ai donné les dates des publications sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit de découvrir où ils avaient été et ce qu'ils avaient fait. Sylvain m'a rappelé en moins d'1 semaine. Il m'a envoyé un rapport complet. Olivier n'était pas n'importe qui. Il était barman dans le même bar où Béatrice et moi nous étions rencontrés. Il y travaillait tout ce temps. Elle le voyait depuis au moins 8 mois, peut-être plus. Sylvain avait des photos, des vidéos, des horodatages, tout. Des photos granuleuses prises de loin d'eux, s'embrassant sur le parking du bar. Des reçus d'une bijouterie. Elle lui avait acheté une montre avec notre argent. Béatrice a essayé de me joindre une dernière fois. Elle s'est présentée à la maison pendant que j'y étais.
Je venais de rentrer de la plateforme. J'étais épuisé. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle a martelé dessus. Elle a crié. Elle a pleuré. Laurent, s'il te plaît, je sais que tu es là. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a dit qu'Olivier n'était rien. Elle a dit qu'elle me rendrait l'argent du SUV. Il m'a embobiné, Lo. Il m'a fait croire que... Je ne sais pas ce que je pensais. S'il te plaît, mon amour. Je suis resté de l'autre côté de la porte. Ma main était sur le bois. Je pouvais sentir les vibrations de ses coups. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste écouté. Sa voix est devenue rauque. Quand elle a finalement arrêté, je l'ai entendue s'asseoir sur le perron. Elle est restée là 1 heure. Puis elle est partie. Je lui ai envoyé un SMS. « Ton avocat a le numéro de mon avocate. » Elle n'a pas répondu. Je suis retourné à mon dossier. J'ai sorti les papiers de l'hypothèque. La maison était à nos 2 noms. Je l'avais achetée avant notre mariage, mais je l'avais ajoutée à l'acte 2 ans plus tard. Une autre chose que j'avais faite parce que je lui faisais confiance. Une autre erreur. Jocelyne a dit qu'on pouvait forcer la vente, diviser en 2, ou que je pouvais racheter sa part. J'y ai réfléchi. J'ai décidé de faire mieux. J'ai commencé à tout documenter. Chaque centime qu'elle avait dépensé, chaque mensonge qu'elle avait raconté, chaque transaction qui ne collait pas. Je suis remonté 3 ans en arrière. J'ai trouvé des schémas. Elle n'était pas seulement négligente. Elle était calculatrice. Les 20 000 lots du SUV avaient disparu. Je les ai tracés via son compte secret. Elle l'avait ouvert il y a 4 mois. J'ai trouvé les relevés bancaires dans ses emails. Elle n'avait même pas pris la peine d'utiliser un mot de passe sécurisé. C'était le nom de notre chien. L'argent est arrivé sur ce compte. Puis il a été transféré par petits morceaux. 500 ici, 1000 là. La plupart sont allés à des retraits en espèces. Introuvables. Elle était assez maligne pour couvrir ses traces, mais pas assez pour bien les couvrir. J'ai continué à creuser. J'ai découvert qu'elle utilisait notre carte de crédit commune pour payer l'assurance de la voiture d'Olivier. J'ai trouvé des reçus pour des meubles qu'elle avait achetés pour un appartement à Avignon, un appartement dont je n'avais jamais connu l'existence. J'ai trouvé des paiements sur Lydia à son amie Valérie, sauf que Valérie n'existait pas. Le compte appartenait à Olivier. Elle lui versait de l'argent depuis des mois. J'ai tout envoyé à Jocelyne. Elle m'a appelé le lendemain. « C'est de la fraude », a-t-elle dit. Pure and simple. Elle a volé des biens matrimoniaux, a menti à ce sujet, l'a dissimulé. On peut l'attaquer pour tout. Je lui ai dit de le faire. Lors de mon congé suivant, je me suis assis dans le bureau de Jocelyne. Sa table était couverte de mes preuves, organisée en piles méticuleuses. La pile de relevés de cartes de crédit, la pile de registres Lydia, les captures d'écran des réseaux sociaux, le rapport de Sylvain. Voir ma vie conjugale réduite à une pile de fraude sur papier craft a eu un effet étrange. Ça a tout solidifié. Il ne s'agissait plus de sentiments. Il s'agissait de faits. Thierry a appelé, dit Jocelyne sans lever les yeux d'un relevé. Il veut un accord. Béatrice est prête à renoncer à toute prétention sur la maison si vous oubliez l'argent du SUV et les fonds volés. J'ai failli rire. Elle négocie avec mon propre argent. Dites-lui non. Je m'en doutais, dit-elle, me regardant enfin. Il y avait une lueur de respect dans ses yeux. Elle n'a aucune idée de ce qui lui tombe dessus. Elle pense que c'est une dispute de couple. Elle n'a pas réalisé que c'est une dissection financière. Jocelyne se leva et alla vers un tableau blanc. Voici la stratégie. Nous n'allons pas seulement demander le divorce. Nous allons demander une répartition inégale des biens sur la base de la dissipation d'actifs. C'est le terme juridique pour ce qu'elle a fait. Dépenser de l'argent matrimonial pour des choses qui n'ont pas profité au mariage, comme un petit ami et un appartement secret. Elle a écrit des chiffres, la valeur du SUV, le montant des retraits, les 16 000 € que j'avais calculés en dépenses frauduleuses, de l'assurance auto d'Olivier au dîner coûteux à Avignon. Le SUV est notre point le plus fort, expliqua-t-elle. Vous l'avez acheté avant le mariage. C'était votre bien propre. Vous l'avez ajouté au titre sous ce que nous pouvons qualifier d'influence indue, sous prétexte d'assurance. Mais le fait qu'elle l'ait vendu dans votre dos et caché l'argent, aucun juge n'appréciera ça. Nous allons demander le remboursement intégral des 20 000 €. Et la maison ? Demandai-je. C'était la seule chose qui m'inquiétait. Je l'avais achetée. Je l'avais payée. C'est devenu un bien de la communauté quand vous avez ajouté son nom, dit Jocelyne, la voix ferme. Cependant, nous pouvons utiliser la dette totale qu'elle a accumulée, les 20 000 € du SUV plus les 16 000 € de fraude, comme une compensation sur sa part de la maison. La valeur nette est d'environ 100 000 €.
Sa part serait de 50 000 euros. Sa dette envers vous est de 36 000 euros. Au minimum, elle repart avec 14 000 euros. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Comment? Nous allons argumenter que sa fraude annule sa prétention. Nous allons demander la maison entière et le remboursement. Jocelyne m'a ensuite préparé à ce que Thierry essaierait de faire. Il va vous dépeindre comme le méchant, le mari absent, le bourreau de travail qui n'était jamais là. Il dira que Béatrice était seule, déprimée, et a commis une erreur de jugement. Il essaiera de faire croire que vous étiez contrôlant avec l'argent, et c'est pourquoi elle a dû prendre ce qui lui revenait. Je n'étais pas contrôlant, dis-je, la voix basse. J'étais confiant. Elle avait accès à tout. Je ne vérifiais jamais rien. Elle a utilisé ma confiance contre moi. Exactement, dit Jocelyne, pointant son stylo vers moi. Et c'est précisément ce que vous direz si on vous le demande. Vous n'êtes pas la victime en colère. Vous êtes le partenaire trahi qui corrige une erreur financière. Restez calme. Tenez-vous en aux faits. Laissez-moi être en colère pour vous. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel de Sylvain, le détective. Juste un petit suivi, dit-il. Cet appartement à Avignon. Elle a été expulsée. Les voisins ont dit qu'il y a eu une grosse dispute. Le gars Olivier a fait ses valises et est parti. Apparemment, il a découvert que l'argent avait disparu. Le gel du compte a fonctionné. Alors il l'a quitté, dis-je. Ce n'était pas une question. Il l'a laissé sans rien, confirma Sylvain. Il a aussi un casier, au fait. Petites escroqueries. Fraude à la carte de crédit. Elle n'était pas la première. Vous étiez juste son plus gros coup. J'ai raccroché. Elle n'était pas un cerveau du crime. Elle était juste une autre arnaqueuse, se faisant arnaquer par un meilleur arnaqueur. Elle m'avait utilisé comme un distributeur, et Olivier l'avait utilisé comme un distributeur. Il y avait une sombre justice là-dedans. J'ai passé les jours suivants à rassembler les derniers documents pour Jocelyne. Des copies certifiées de la banque, la carte grise originale du SUV. Le directeur de ma banque, un type nommé Michel, me connaissait depuis des années. Il m'a tendu les papiers avec une expression de pitié. « Je suis désolé pour ça, Laurent. »« Les affaires sont les affaires, Michel, » dis-je en prenant les papiers. Sa pitié était pire que la colère. J'ai remis la pile finale à Jocelyne. « C'est tout, » dis-je. Elle a soupesé la pile dans sa main. « Thierry a rappelé, » dit-elle. « Une nouvelle offre. Elle renonce à la maison mais veut que vous oubliez toute la dette en espèces. » J'ai secoué la tête. « Non, elle n'a plus rien à négocier, Laurent. Elle est fauchée. Elle a créé la dette. Elle peut la payer. Je veux le jugement. Je veux que ce soit enregistré. » Jocelyne sourit, un petit sourire acéré. « Je vous aime bien. Vous ne lâchez rien. »« Je travaille sur une plateforme pétrolière, dis-je. Lâcher prise, c'est se faire écraser. Dites-lui qu'on se verra au tribunal. » L'audience était fixée 2 semaines plus tard. Je suis rentré chez moi. J'ai rencontré Jocelyne la veille. Elle m'a expliqué à quoi m'attendre. Elle a dit que l'avocat de Béatrice essaierait de me dépeindre comme contrôlant, comme vindicatif. Elle a dit qu'ils argumenteraient que Béatrice méritait la moitié de tout, parce que nous étions mariés. Jocelyne m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle a dit que les preuves parlaient d'elles-mêmes. L'audience a eu lieu dans un petit tribunal. L'air sentait la cire et le vieux papier. Béatrice était assise de l'autre côté avec Thierry. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Elle ne m'a pas regardé. Je ne l'ai pas regardée. La juge était une femme d'une 50aine d'années. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a demandé à Jocelyne de présenter son cas. Jocelyne a tout exposé. Le SUV, le compte secret, l'appartement, la fraude. Elle a montré les captures d'écran. Elle a montré les reçus. Elle a montré la chronologie. Ça a pris 30 minutes. Sa voix était calme et méthodique. Quand elle a eu fini, la juge s'est tournée vers Thierry. « Avez-vous une réponse ?» Thierry s'est levé. Il a bredouillé avec ses notes. Son costume était froissé. Il a dit « Béatrice a fait des erreurs. » Il a dit qu'elle était émotive. Il a dit que le mariage était déjà terminé. Il a dit que je l'avais abandonnée en travaillant en mer. Il a dit qu'elle méritait de la compassion. La juge n'a pas semblé impressionnée. Elle a demandé directement à Béatrice « Avez-vous vendu le SUV de votre mari à son insu ?» La Béatrice a hésité. Puis elle a dit « Oui, sa voix était un murmure. » Avez-vous transféré l'argent sur un compte qu'il ne connaissait pas? Oui. Avez-vous utilisé des fonds matrimoniaux pour payer un appartement et soutenir un autre homme? Béatrice s'est mise à pleurer. Des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle a dit que ce n'était pas comme ça. Elle a dit qu'elle était malheureuse. Elle a dit que je n'étais jamais à la maison. Elle a dit qu'elle méritait d'être heureuse.
La juge l'a laissé finir. Puis elle a dit « Cela ne vous donne pas le droit de commettre une fraude ». J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. La juge a suspendu l'audience pour 10 minutes. Quand elle est revenue, elle ne s'est pas assise. Elle est restée derrière son banc et a lu ses notes. Sur la base des preuves présentées, je statue en faveur du demandeur. Madame Béatrice est condamnée à rembourser M. Laurent pour la valeur totale du véhicule, soit 20 000 €. De plus, elle est condamnée à le rembourser pour toutes les dépenses non autorisées prélevées sur les comptes joints, soit 16 000 € supplémentaires. Elle est également tenue de couvrir tous les frais de justice engagés par M. Laurent dans cette affaire. Le visage de Béatrice est devenu blême. Thierry a commencé à protester. La juge a levé la main. En outre, j'accorde à M. Laurent la pleine propriété du domicile conjugal. Madame Béatrice a 30 jours pour quitter les lieux. Tous les biens communs restants seront divisés équitablement, mais étant donné la nature de la fraude commise, M. Laurent a droit à une part plus importante. L'affaire est close. Le marteau est tombé. Le son était sec et final. Béatrice est restée assise là, figée. Thierry lui parlait, mais elle n'écoutait pas. Elle fixait juste la table. Je me suis levé, j'ai serré la main de Jocelyne. Je suis sorti du tribunal. Je ne me suis pas retourné. Dehors, Jocelyne m'a arrêté. « Vous vous en êtes bien sorti », a-t-elle dit. C'est l'un des cas les plus nets que j'ai jamais vus. Elle nous a facilité la tâche. J'ai hoché la tête. Je l'ai remercié. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison. Je n'ai pas célébré. Je n'ai appelé personne. Je suis juste entré et je me suis assis sur le canapé. La maison était silencieuse. Elle me semblait à nouveau mienne. Béatrice a essayé de me joindre une dernière fois. Elle a envoyé un email. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Elle a dit qu'Olivier l'avait quittée quand il a découvert qu'elle n'avait pas d'argent. Elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a demandé si je reconsidérerais. Elle a dit qu'on pourrait arranger ça. J'ai supprimé l'email. J'ai bloqué son adresse. J'ai passé les semaines suivantes à nettoyer la maison. J'ai jeté tout ce qui me rappelait elle. Vêtements, photos, cadeaux. J'ai trouvé la boîte avec nos photos de mariage. J'ai regardé mon propre visage, 9 ans plus jeune, souriant. J'ai regardé le sien. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti rien. J'ai donné la plupart des choses. J'en ai brûlé quelques-unes dans le jardin. J'ai regardé les flammes consumer les 9 dernières années. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais plus léger. J'ai aussi acheté un nouveau SUV, un DS7 de 2023. Payé cash, mis la carte grise à mon seul nom. L'odeur de voiture neuve était la meilleure chose que j'ai sentie depuis des mois. J'ai pris une photo dans l'allée et je l'ai envoyée à Didier. Il a répondu « Voilà comment on tourne la page ». J'ai reçu un appel de Sylvain quelques semaines plus tard. Il a dit qu'Olivier avait été arrêté. Il s'avère qu'il avait un mandat d'arrêt pour fraude en Espagne. Quelqu'un a tuyauté la police. Sylvain n'a pas dit qui. Je n'ai pas demandé. J'ai aussi reçu un message de François, mon voisin. Il s'est excusé de n'avoir rien dit plus tôt. Il a dit qu'il avait vu Béatrice charger le SUV avec un gars et partir. Il a dit qu'il ne pensait pas que c'était ses affaires de s'en mêler. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. J'ai dit que j'appréciais l'honnêteté maintenant. Je suis retourné en mer 2 mois plus tard. Le travail était le même. La plateforme était la même. Mais je me sentais différent, plus solide. Je ne pensais pas à Béatrice. Je ne pensais pas à Olivier. Je faisais juste mon travail. Je rentrais dans une maison qui était la mienne. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai reçu une notification du tribunal, environ 8 mois après la finalisation du divorce. Béatrice n'avait pas payé un centime de ce qu'elle me devait. Jocelyne a déposé une demande de saisie sur salaire. Il s'est avéré qu'elle avait trouvé un emploi dans un snack à Toulon. SMIC plus pourboire. Le tribunal a approuvé. 20% de chaque salaire irait directement à moi jusqu'à ce que la dette soit remboursée. J'ai aussi appris qu'elle avait été expulsée de l'appartement à Avignon. Elle était retournée vivre chez ses parents à Martigues. Je n'étais pas content. Je le savais parce que sa mère m'a appelé. Elle m'a hurlé dessus pour avoir ruiné la vie de sa fille. J'ai écouté. Quand elle a eu fini, j'ai dit « Votre fille m'a volé. Elle a commis une fraude. » J'ai une décision de justice qui le dit. Elle a raccroché. J'ai vendu la maison 1 mois plus tard. Je n'en avais plus besoin. Trop de mauvais souvenirs. J'ai acheté un endroit plus petit, près de l'aéroport. Une chambre, une salle de bain, un garage pour mon SUV. C'était parfait. J'ai croisé l'amie de Béatrice, Valérie, dans une station-service. Sauf que son vrai nom n'était pas Valérie. C'était Claire. Elle travaillait au bar avec Olivier. Elle s'est excusée
Elle a dit qu'elle ne savait pas que Béatrice était mariée quand elles se sont rencontrées. Elle a dit qu'Olivier lui avait menti à elle aussi. Elle a dit que c'était une mauvaise nouvelle. Je lui ai dit que je le savais déjà. J'ai reçu une carte postale de Didier. Il était dans les Alpes. Il a dit qu'il était fier de moi. Il a dit que j'avais géré ça mieux qu'il ne l'aurait fait. Il a dit que je devrais lui rendre visite. Je lui ai dit que je le ferais. Je suis retourné sur la plateforme. J'ai travaillé, j'ai économisé. Je ne suis pas sorti avec des femmes. Je n'ai cherché personne. J'étais bien seul. Mieux que bien, 2 ans ont passé. J'ai fini de payer ma nouvelle maison. J'ai commencé à investir l'argent que je dépensais auparavant pour essayer de rendre Béatrice heureuse. J'ai fait un voyage en Écosse. Je suis allé à la pêche. J'ai mangé du saumon. Je me suis surpris à sourire. C'était le meilleur voyage que j'ai jamais fait. J'ai reçu un message de Jocelyne. Elle a dit que la dette de Béatrice était presque remboursée. Encore 1 an, et je serais complètement débarrassé d'elle. Je l'ai remerciée. Je lui ai dit qu'elle avait fait un excellent travail. Elle a dit « quand vous voulez ». J'ai entendu par Didier que Béatrice s'était fiancée. Un nouveau gars. Je n'ai pas demandé de détails. Je m'en fichais. J'espérais qu'il était plus malin que moi. J'espérais qu'il vérifiait ses comptes en banque. J'ai changé de travail. J'ai rejoint une autre compagnie pétrolière. Meilleur salaire, meilleurs avantages. Je travaillais 3 semaines en mer, 3 semaines à la maison. Maintenant, j'utilisais le temps supplémentaire pour voyager. Je suis allé en Norvège, en Suisse, en Italie. J'ai vu des parties de l'Europe que je n'aurais jamais pensé voir. Je me sentais libre. J'ai aussi commencé à parler à quelqu'un. Elle s'appelait Pascal. Elle travaillait à la logistique pour la compagnie. Nous nous sommes rencontrés lors d'une formation à la sécurité. Elle était intelligente, drôle, directe. Elle ne jouait pas à des jeux. J'aimais ça. Nous sommes sortis quelques fois. Rien de sérieux, mais c'était bon de faire à nouveau confiance à quelqu'un. Lentement, je suis passé devant l'ancienne maison un jour. Une nouvelle famille y vivait. Des enfants jouaient dans le jardin. L'herbe était plus verte que je ne l'avais jamais entretenue. J'ai souri. J'ai continué ma route. J'ai pensé à Béatrice parfois. Pas souvent. Juste quand quelque chose me le rappelait. Une chanson, un endroit, une odeur. Mais ça ne faisait plus mal. C'était juste un souvenir. Un mauvais. Mais un auquel j'avais survécu. Béatrice a fini par cumuler 3 emplois pour joindre les 2 bouts, après que les saisies et les frais de justice l'aient épuisée. Olivier a pris 18 mois de prison pour fraude et a quitté la ville le jour de sa libération. Ses fiançailles se sont rompues quand le fiancé a découvert l'affaire judiciaire et les mensonges qu'elle lui avait racontés. Ses parents ont cessé de lui parler après qu'elle leur ait emprunté de l'argent sans jamais le rembourser. Elle a emménagé dans un appartement en colocation avec 2 personnes et conduisait une berline vieille de 15 ans avec un pare-brise fissuré. Didier a dit qu'il l'avait vue une fois au supermarché. Elle avait l'air vieille, fatiguée. Elle l'a vue et a détourné le regard. Chaque mois, 20% du peu qu'elle gagnait allait directement à moi. Il lui faudrait des années pour effacer la dette. J'ai entendu tout ça par des gens qui connaissaient des gens. Je n'ai pas cherché à le savoir. C'est juste venu à moi. J'ai appris que certaines personnes choisiront toujours la voie la plus facile. Et quand ça ne fonctionne plus, elles n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Les 18 mois suivants se sont installés dans une routine. 3 semaines en mer, 3 semaines à terre. Le travail sur la plateforme était mon point d'ancrage. Un monde d'acier, de sel et de conséquences immédiates. Si vous vous trompez de vanne, la pression vous le montre. Si vous lâchez un outil, il tombe. C'était une honnêteté brutale que j'en étais venu à préférer. À terre, la vie était méthodiquement reconstruite. J'ai vendu la maison 1 mois après la finalisation du divorce. Comme Jocelyne l'avait prédit, le juge m'a accordé la pleine propriété en compensation de la fraude, donc je n'ai pas eu à racheter sa part. Je l'ai vendue rapidement, en dessous de la valeur du marché. Je ne voulais pas faire de profit. Je voulais partir. L'agent immobilier m'a demandé si je voulais rénover la cuisine pour obtenir un meilleur prix. Je lui ai dit de la vendre en l'état. Je ne pouvais plus rester dans cette cuisine. J'ai acheté un appartement plus petit au 2e étage, près de l'aéroport. C'était impersonnel, du béton et du verre. Il y avait un garage sécurisé pour le DS7. Parfait. La relation avec Pascal, la femme de la logistique, a progressé lentement, prudemment. Elle était l'opposé de Béatrice. Elle ne demandait rien. Elle avait sa propre carrière, son propre appartement, ses propres opinions. Nos premiers rendez-vous étaient dans des restaurants bon marché, où nous partagions l'addition. J'attendais le test. Le moment où elle poserait des questions sur mon salaire, sur ma maison.
Il n'est jamais venu. Environ 6 mois plus tard, nous dînions sur mon balcon. L'air de Marseille était sec. « Tu ne parles jamais d'elle », dit Pascal nonchalamment en faisant tourner le vin dans son verre. Je me suis raidi. Il n'y a pas grand-chose à dire. « Laurent, dit-elle, et sa voix n'avait aucun jugement, seulement de la clarté. Je travaille dans la logistique. Je côtoie des hommes qui passent la moitié de leur vie en mer. Je sais comment ils sont. Ils se divisent en 2 groupes, ceux qui font trop confiance et ceux qui ne font confiance à rien. Tu étais le premier. Maintenant, tu te bats pour ne pas être le second. » Je l'ai regardée. Elle m'a soutenu du regard. « Je ne vais pas te voler, dit-elle simplement. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je t'aime bien. Mais je ne vais pas passer les 5 prochaines années à être testé. Alors décide dans quel groupe tu veux être. » Ce fut la première douche froide et honnête que je recevais depuis des années. Je n'avais pas réalisé à quel point je le faisais. Vérifier ses habitudes de dépenses, m'attendre à ce qu'elle demande des faveurs. « Je ne veux être dans aucun des 2 groupes, dis-je. « Soupe, sourit-elle. Alors sois juste ici. » Ma vengeance, si on peut l'appeler ainsi, était froide, bureaucratique et totalement impersonnelle. Chaque mois, je recevais un email du bureau de Jocelyne. C'était un relevé de la saisie sur salaire. Paiement reçu, 314,12 €. Solde dû, 35 685,88 €. Paiement reçu, 289,50 €. Solde dû, 35 396,38 €. Ils arrivaient comme une horloge. Elle travaillait, comme je le soupçonnais, dans un snack à Toulon. SMIC et plus pourboire. Puis les relevés ont montré 2 employeurs, puis 3. Un snack, un travail de mise en rayon de nuit et un bar. Elle travaillait 70 heures par semaine. Je ne répondais jamais aux emails. Je les déplaçais simplement dans un dossier nommé « Dette ». Il ne s'agissait pas de l'argent. Je gagnais bien ma vie. Il s'agissait de l'engrenage. L'engrenage de la conséquence broyant lentement et constamment. Didier m'a appelé un jour. « Hé, j'ai entendu un truc drôle. Tu te souviens de ce gars, Olivier ?» « Je me souviens, » dis-je en essuyant de la graisse de mes mains dans mon appartement. Il s'est fait pincer. Apparemment, il a tenté le même coup sur une femme en Espagne. Mais son père était procureur. Il a été extradé. Il a pris 2 ans pour fraude. Et le meilleur, il n'était pas citoyen. Visa de travail expiré. Dès qu'il sort, c'est direct dans un avion pour... Je ne sais où, d'où il vient. J'ai raccroché. Un autre fil coupé. 2 ans ont passé. 3. Le dossier dette contenait des dizaines d'emails. Le solde était d'environ 10 000 €. Pascal et moi avions voyagé. Nous sommes allés en Écosse comme je le voulais. Elle n'avait pas peur de se salir. Elle a pêché à mes côtés. Elle ne s'est pas plainte du froid. C'était facile. Nous avons commencé à parler de vendre son appartement et de s'installer avec moi. Puis quelque chose a brisé la routine. Un numéro inconnu de Martigues. J'ai répondu « Allô ?» Un silence puis une voix tremblante. « Laurent, c'est Madame Gable, la mère de Béatrice. » J'ai failli raccrocher. La dernière fois que je lui avais parlé, elle me hurlait dessus, me traitant de monstre pour avoir ruiné la vie de sa fille. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ma voix était froide. « Je sais que je n'ai aucun droit. » Elle a commencé à pleurer. Un pleur fatigué de mère. Mais je ne sais plus quoi faire. Elle est malade, Laurent. Très malade. Je n'ai rien dit. Elle a attrapé une pneumonie. Elle a été à l'hôpital. Elle a perdu son travail au snack parce qu'elle a manqué des jours. Et elle n'a pas de mutuelle. Ils l'ont laissée sortir, mais elle ne peut pas payer les antibiotiques. Elle est sur mon canapé. Et elle est si maigre, Laurent. J'ai attendu. Je savais ce qui allait arriver. « Tu as gagné », a-t-elle murmuré. « Tu as pris la maison. Tu as tout pris. Elle n'a plus rien. Les saisies. Elles prennent tout. Elle ne peut même pas acheter ses médicaments. S'il te plaît, tu ne peux pas. Arrêtez. Juste arrêtez. Laisse-la tranquille. » Je suis resté silencieux. J'ai pensé aux 10 000 € restants. J'ai pensé à mon SUV. J'ai pensé à ces SMS m'appelant le pigeon de la plateforme. « Je ne peux pas arrêter le tribunal, » dis-je, ce qui était une demi-vérité. « S'il te plaît, » a-t-elle supplié. Elle a fait une erreur horrible. Mais va-t-elle mourir pour un SUV? J'ai raccroché. Je suis resté assis sur mon canapé. Pascal n'était pas là. J'étais seul. La climatisation bourdonnait, le même bourdonnement que dans l'ancienne maison. Je me sentais étouffé. Je la détestais. Je détestais ce qu'elle m'avait fait. Mais l'idée qu'elle meure sur un canapé à Martigues pour 36 000 €... J'ai pris le téléphone.
J'ai appelé Jocelyne. « Laurent, ça fait un bail, dit-elle, sa voix énergique. Je veux suspendre la saisie. » Silence. « Répétez, dit-elle. Je veux suspendre. Pour, disons, 60 jours. Raison médicale. C'est possible ?» Jocelyne soupira. C'était le son le plus proche de l'émotion que je lui avais jamais entendu faire. « C'est inhabituel, mais oui, je peux déposer une motion de sursis. Vous êtes sûr? Vous êtes à moins d'1 an de la fin. »« J'en suis sûr, dis-je. »« Faites-le. »« D'accord, Laurent. Vous êtes un homme meilleur que moi. »« Non, dis-je. Je ne veux juste pas que ce soit la dernière chose. » J'ai raccroché. Je n'ai pas appelé sa mère. Je ne l'ai dit à personne. 60 jours. Assez de temps pour qu'elle achète ses médicaments et se remette sur pied. Ensuite, l'engrenage reprendrait. Une autre année a passé. Près de 5 ans depuis le jour J. Pascal avait emménagé. Son nom était sur ma boîte aux lettres, mais pas sur mon titre de propriété. Nous étions tous les deux d'accord que c'était mieux ainsi. La dette était presque remboursée. Le dernier relevé disait « Solde dû 180 45 €. Un dernier paiement. » J'étais dans un magasin de bricolage. Samedi matin, Pascal voulait peindre la salle de bain. J'étais dans le rayon des rubans de masquage, comparant les marques. « Excusez-moi, monsieur, vous savez où sont les ampoules ?» La voix, je me suis figé. C'était comme la voix de Béatrice, mais passée dans un broyeur à gravier. Mince, rauque. Je me suis tourné lentement. Elle était là. La femme que j'ai vue n'était pas Béatrice. C'était son fantôme. Elle portait un uniforme bleu usé d'une supérette. Ses cheveux, autrefois blonds et chers, étaient maintenant d'un châtain terne, coupés courts et sans style. Elle était maigre. Pas mince de salle de sport, mais maigre de faim. Les pommettes saillantes, les yeux creux. Elle avait l'air d'avoir 55 ans. Elle ne m'a pas reconnu. Elle demandait juste à un type au hasard dans le rayon. Je l'ai fixée. Je n'ai rien dit. Elle m'a regardée, impatiente, et puis c'est arrivé. Ses yeux se sont écarquillés. Le sang a quitté son visage, le laissant d'une couleur de pâte à pain maladive. « Laurent » a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Elle a regardé de chaque côté, paniquée, comme si elle voulait fuir. Elle tenait un unique paquet de nouilles instantanées. « Tu habites dans le coin » a-t-elle balbutié. « Oui » dis-je. Ma voix sonnait normale, stable. Elle m'a regardé, ma chemise propre, mes mains propres, mon caddie avec du ruban de masquage et des pots de peinture chers. « Je » a-t-elle commencé. « J'ai vu que le dernier paiement passe la semaine prochaine. »« Je sais. »« Laurent, dit-elle, et elle fit un pas. J'ai fait un pas en arrière. Par réflexe, elle s'est arrêtée. La honte l'a frappée avec une force physique. Elle s'est voûtée. Je voulais juste... Je voulais... Tu quoi, Béatrice? Ce truc. L'année dernière, dit-elle, regardant le sol. Quand j'étais malade, la saisie s'est arrêtée. Pendant 2 mois. C'était toi? J'ai de nouveau hoché la tête. Une larme a coulé sur sa joue. Pourquoi? Je ne frappe pas les gens quand ils sont à terre, dis-je, la voix basse. Je ne les aide juste pas à se relever après qu'ils aient essayé de m'enterrer. Elle a sangloté, un son sec et horrible. Je suis désolé, Lo, je le jure. Je suis tellement désolé. Olivier, il m'a monté la tête, il m'a dit que je méritais mieux, que tu... Arrête, dis-je. Elle s'est arrêtée. J'ai lu les SMS, Béatrice. Son visage est devenu blanc. J'ai trouvé le téléphone prépayé. J'ai lu comment tu m'appelais. Le pigeon de la plateforme. Le distributeur. Ce n'était pas Olivier. C'était toi. Il t'a juste donné un alibi pour la personne que tu étais déjà. Elle n'avait pas de réponse. La vérité était un mur de briques. Tu m'as ruiné, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien. J'ai tout perdu. Et ça m'a frappé, la colère, froide et tranchante. La colère que j'avais gardée pendant 5 ans. Je ne t'ai pas ruiné, dis-je, ma voix basse et dangereuse. Le rayon de bricolage semblait avoir disparu. Je t'ai tenu pour responsable. Il y a une différence. J'ai repris ce qui était à moi. Tu avais tout, Béatrice. Tu avais une maison payée. Un mari qui te faisait aveuglément confiance. Une vie que 99% des gens tueraient pour avoir. Et tu as craché dessus. Tu as brûlé ta propre vie jusqu'aux fondations. Ne me blâme pas pour les cendres. Elle pleurait ouvertement maintenant, le paquet de nouilles écrasé dans sa main. Qu'est-ce que je fais maintenant, Lo? Qu'est-ce que je fais? Je l'ai regardée, la femme que j'avais aimée, l'étrangère dans un uniforme bleu. Je n'ai rien ressenti, ni colère, ni pitié, juste un vaste et silencieux néant. La fin. Tu recommences, dis-je, comme je l'ai fait. Mais cette fois,
Tu le fais honnêtement. C'est plus dur. C'est plus lent. J'ai pris mon ruban de masquage. Je suis passé devant elle. « Laurent, attends !» Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. « Il fut un temps, dit-elle, la voix brisée. Avant tout ça, je t'aimais vraiment. J'ai juste oublié comment. J'y ai pensé. J'ai pensé au bar sur le vieux port, à la graisse sous mes ongles. Moi aussi, dis-je au rayon des luminaires. Mais la personne que j'aimais n'existait pas. Je l'avais inventée. J'ai quitté le magasin et je ne me suis pas retourné. Une semaine plus tard, j'étais sur mon balcon. Le soleil se couchait. Pascal était à l'intérieur préparant le dîner. L'odeur d'ail et de basilic flottait par la porte ouverte. Mon téléphone a vibré. C'était un email de Jocelyne. Objet, clôture. Laurent C. Gabel. Corps, Laurent, le paiement final de 190,45 € a été reçu et traité. La dette est entièrement remboursée. L'affaire est officiellement close. Ce fut un plaisir. J, je l'ai lu et relu. Pascal est sorti, s'essuyant les mains sur un torchon. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai montré le téléphone. Elle a lu. Elle n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête, compréhensive. Elle a posé sa main sur mon épaule. Alors, c'est fini. C'est fini, dis-je. J'ai ouvert l'email. J'ai cliqué sur supprimer. Je suis allé dans le dossier dette. J'ai tout sélectionné. J'ai cliqué sur supprimer. Je suis allé dans mes contacts. J'ai supprimé le numéro de Jocelyne. J'ai supprimé le numéro de Sylvain. J'ai supprimé le numéro de Didier qui me rappelait l'appel d'Avignon. Je l'appellerai plus tard pour avoir le nouveau. J'ai nettoyé le téléphone. Pascal m'a tendu une bière. Le dîner est presque prêt. J'ai pris la bière. Je pensais, dis-je, regardant le ciel violet, mes 3 prochaines semaines de congé. La Bretagne. Voir ta famille. On y va en voiture. On peut prendre le DS7. Son visage s'est illuminé. Un sourire authentique qui a atteint ses yeux. Vraiment? J'adorerais ça. Allons-y, dis-je. J'ai bu la bière. Elle était fraîche. Elle était réelle. La climatisation s'est mise en marche. L'odeur d'ail. Le son de la voix de Pascal. Je n'étais pas le gars qui s'était fait trahir. Je n'étais pas le gars qui avait gagné au tribunal. Je n'étais pas le gars qui travaillait en mer. J'étais juste Laurent. Et j'étais à la maison,